Le Récif est, à ma connaissance, depuis 10 ans, la seule association qui s'est mise sur pied réellement et qui a duré dans le temps. Et ça sert à regrouper tout ce qui concerne le travail social, alors qu'on soit au travail comme travailleur social ou technicienne en travail social. Ça regroupe aussi tout le monde de l'éducation en travail social et les étudiants et les étudiantes en travail social. Donc, c'est toute cette bulle-là qui travaille pour bonifier, augmenter, se questionner par rapport à la pratique du travail social. En gros, c'est à peu près ça. Pour moi, le récif, c'est vraiment un regroupement là, d'intervenants, intervenantes sociales ou du communautaire, de l'institutionnel. C'est vraiment un lieu d'échange, un lieu de rassemblement, un lieu d'action politique pour moi. Donc, c'est ça pour moi. Le récif, c'est un endroit, disons, où on peut se permettre là, un lieu avec un lieu autonome, un espace de liberté pour réfléchir sur des enjeux, des pratiques, puis c'est les enjeux aussi là, de l'intervention sociale, mais plus dans un sens politique, je dirais. C'est ça pour moi le récif. Pour moi, le récif, c'est un regroupement d'intervenants sociaux. Et la manière dont je les vois, c'est un organisme qui lutte pour de meilleures conditions de vie, de travail pour les intervenants sociaux au Québec. Et c'est comme ça qu'il a vu la vie qui est apparue. Et depuis ce temps-là, je vois toujours cette quête de justice, une lutte contre les souffrances au travail des intervenants sociaux. Écoutez, ce qu'on s'est aperçu il y a une dizaine d'années, c'est qu'il n'y avait pas véritablement d'organisme sans but lucratif qui représentait les intervenants, intervenantes sociales au Québec. Il y avait déjà eu des tentatives dans le passé, mais ça avait fait un peu échec, si on veut. Et moi et Marjolaine, on s'apercevait qu'il y avait aussi de la difficulté à mobiliser les instances syndicales pour qu'ils s'occupent de ce dossier-là. Ils trouvaient que c'était trop professionnel, trop relié à notre emploi et non pas dans les conditions de travail. Alors, ils se sont un peu comme désistés. Et puis nous-mêmes, on trouvait que je dirais, le syndicat était une bonne chose, mais pas pour regrouper sur une base professionnelle les intervenants et intervenantes sociales. Alors, c'est ça qui est devenu l'idée, c'est qu'il y avait comme une sorte de fatigue, de détresse qu'on voyait chez les intervenants et intervenantes sociales. On dit, ben, il faut adresser ça, ce problème-là. On ne peut pas attendre que quelqu'un d'autre s'en occupe. Et le problème avec les intervenantes sociales, intervenants sociaux aussi, c'est un peu qu'ils se sentaient comme isolés. Alors, chacun vivait sa souffrance chez lui, ou dans son bureau, mais ne le reflétait pas nécessairement à ses collègues. Alors, la prise en charge a été de dire, il faut qu'on en parle, qu'on rende ça public et qu'on trouve aussi des solutions. Alors, c'est de là qu'est parti le récif. Ensuite, on l'a incorporé et à partir de là, tout est parti. Je dirais que le récif, ben, c'est un lieu de solidarité où on peut discuter, je dirais, des grands enjeux sociaux, problèmes sociaux. C'est un lieu de solidarité, puis c'est un lieu de militance aussi. Puis c'est un lieu d'expression où on peut, je dirais, échanger entre acteurs engagés, soucieux, je dirais même impliqués là, dans le domaine de l'intervention sociale, de l'action sociale, ben, sur les services sociaux, puis entre autres aussi sur, je dirais services sociaux, mais aussi services, quand je dis services sociaux, là, ça implique pour moi les services aussi au niveau de l'institution publique, là, au niveau de l'État, les CIS, CIUS, mais également les organismes communautaires. Donc, c'est un lieu d'échange. C'est sûr que je ne peux pas ne pas nommer les 3 personnes avec lesquelles on a fondé, premièrement, cette association-là. Je voulais juste mentionner que Mélanie Veilleux, qui ne sera pas là dans la vidéo parce qu'elle ne pouvait pas, mais je lui ai dit qu'on lui rendrait quand même un hommage
Guy Jolicoeur et moi, parce que, il y a une dizaine d'années, lors des premières fusions, on a commencé à se parler, à savoir ce qui se passait dans plusieurs établissements, est-ce que c'était pareil comme dans le mien. Et un coup qu'on a fait le constat que c'était pareil dans les trois, on a vite réalisé que ça doit être partout au Québec. Et c'est cette fondation-là, avec des partenaires comme Angelo Suarez et Laurie Yakem, cet arrimage-là entre le milieu d'éducation professorale, le milieu communautaire et nous, on était capable de mettre sur pied, en fait, et de créer cette fondation-là qui est le Récif. C'est un des moments marquants. C'est sûr que un des moments les plus marquants pour moi, c'était quand on a fait un colloque sur la nouvelle gestion publique là, au début, là, dans les premières, deuxième année, je pense. Là, et là, on a adopté un manifeste. On a comme mis ça en place. Ce manifeste-là, il est encore là, sur le site. Je te l'ai voir tantôt. Fait que pour moi, ça a été marquant parce que ça a été vraiment un beau lieu de partage et d'échange. On sentait qu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient, là, qui étaient présents là, dans la salle. Puis là, ça a été vraiment un moment où on a pu mettre des mots sur ce qu'on vivait. Ce qui a été intéressant, c'est justement l'espèce d'échange qu'il y a eu entre les intervenants du réseau public communautaire, puis une analyse commune là, de ce qu'on vivait. Là. Ça, je pense que, en fait, c'est ça, il y en a toujours eu là, des échanges entre le communautaire et les gens du réseau public là, en intervention sociale, mais là, ça a été peut-être un peu plus loin au niveau, comme je disais, d'une vision plus critique. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a été marquant là, pour moi, là, cette communauté de pratique-là là, qui est née de ça, de cet espace-là. Ça, c'était 2014. J'organise un colloque sur les effets des nouvelles gestions publiques sur les services sociaux et de santé au Québec. Et c'est à la fin de ce colloque que nous avons Marjo et Guy qui vont lire les manifestes du Récif. Et ça reste toujours très ancré dans ma mémoire, la force, la passion que les deux ont manifesté dans la lecture. Donc, on voyait que c'était une défense vraiment qui va au-delà juste de... C'était vraiment quelque chose de ancré dans leurs convictions. On a fait d'autres choses après. J'ai rencontré des intervenants avec Marjo à plusieurs reprises dans différentes conférences. Et là, c'était toujours un peu la lutte contre la souffrance de ces intervenants sociaux. Dans leur vie quotidienne, je me rappelle d'avoir rencontré des intervenantes dans un bureau sur la rue Montréal qui parlaient de leur épuisement professionnel, de leur souffrance. Donc, il y a ces liens, à mon avis, très importants de rassembler les gens, de mettre les gens ensemble, pour que les gens puissent partager leurs expériences. Donc, il y a cette construction qui en réalité c'est une co-construction parce que c'est fait avec les intervenants sociaux qui aident à faire face à ces souffrances au travail. Et quand on parle de souffrance au travail dans les milieux, dans les systèmes de santé et services sociaux au Québec, c'est quelque chose qui est chronique. Et ça dure depuis très, très, très longtemps. Et on voit mal comment, par exemple, les ordres professionnels ne sont pas en train de lutter contre ça. Je ne comprends pas du tout comment ça peut être possible, mais à mon avis, ils ne font pas leur boulot. Donc, quand apparaît un organisme comme le Récif, à mon avis, c'est pour moi un peu l'espoir qu'il va en avoir une certaine résistance, des stratégies de résistance face à ces souffrances au travail. J'ai deux moments en tête. À un moment donné, on a fait un colloque sur la méthode Lean au Centre Saint-Pierre.
à l'œil, je vous dirais à peu près il y a 7 ou 8 ans, là, je n'ai pas une bien bonne mémoire, là, mais je vous dirais, là, c'est à peu près dans ce moment-là. Et avec d'autres groupes communautaires, on a loué pendant une fin de semaine le Centre Saint-Pierre, où est-ce que les gens se sont parlé. On était chercher des conférenciers qui nous ont parlé de la méthode Lean, qui était assez peu connue à l'époque, là. Ils l'appelaient la méthode Toyota, mais c'est la méthode Lean, c'est comment on applique la méthode Toyota dans la santé et les services sociaux. Et là, c'est là qu'on s'est aperçu là, que c'était vraiment une décision gouvernementale de mettre cette méthode-là comme la méthode, comme on dit, pour responsabiliser, mais aussi pour contrôler, je vous dirais, là, le travail que des intervenants et intervenantes sociales. Ça a été le premier chose. Il y a 2 ans, quand est arrivée la mort de la petite fille à Grand Bay, on a organisé des marches. En fait, on a organisé 4 marches, une dans la région de l'Estrie, à Sherbrooke, une en Abitibi, une à Montréal et une à Québec. Et là, on est allé chercher les intervenantes sociales sur une base individuelle. Alors, c'était les travailleuses sociales, comme on dit, qui venaient en soutien aux intervenantes de la protection de la jeunesse dans leur milieu, dans leur région. Et ça a été un moment très fort, je dirais, du récif, parce qu'il y avait juste le récif qui était capable d'organiser ça. Ça a été même publicisé par les médias, tant locaux que nationaux, de dire que les travailleuses sociales se prenaient en main et dénonçaient ce qui se passait, les conditions en tout cas très difficiles que vivaient là, les intervenants en centre jeunesse. Alors ça, je vous dirais que c'est les 2 moments où le récif a vraiment là, vu pas juste sa popularité croître, mais aussi sa pertinence. Dire, il nous faut un organisme qui soit capable de mobiliser les intervenants et intervenantes sociales. D'un point de vue plus théorique, là, ce que j'ai trouvé intéressant, mais théorique pour moi, là, parce que je ne faisais pas partie de ça, mais c'est plus l'action collective aussi que c'est pas vraiment le récif, mais en fait, c'est Marjolaine Goudreau qui a mené cette action collective-là syndicale au sein du CIUS, je me souviens bien, nord de l'île ou de l'Est. En fait, elle a réussi à mobiliser une gang d'intervenants. C'est pas facile là, de mobiliser ces intervenants sociaux, puis de faire une action collective à l'intérieur du CIUS. Puis je dirais le CIUS est en train de mettre une pratique, je dirais, c'est ça comme de contrôle, en fait, là, sur la charge de cas des intervenants. Fait que cette action-là collective, puis finalement, ça a passé au tribunal. Et puis cette action-là a mené, je dirais, a mené à été positive, en fait, là, parce que le CIUS n'a pas pu mettre en place cette pratique de gestion-là, là, qui était aussi, je pense, les intervenants devaient, au niveau quotidien, là, mentionner ce qu'ils devaient faire. Là. Bon, je dis ça globalement. Là. Fait que ça, je trouve ça assez fantastique d'arriver à mobiliser une gang d'acteurs à l'intérieur d'un gros établissement. Fait que ça, bravo. Et l'autre action aussi pour moi est assez intéressante, même s'il y avait peu de personnes, c'était la marche, je dirais la manifestation qui a eu lieu durant l'été, là, encore une fois, pour démontrer que les services sociaux, on était dans un contexte de démantèlement des services sociaux au Québec. Ça a eu lieu, je pense en 2000, je ne sais pas si c'est l'année passée ou l'autre, excusez-moi, dans le temps, je ne suis pas très bonne, là. Mais il y avait quelques acteurs, puis il y avait des étudiants, en fait, différentes couches de population. Il y avait des gens du milieu institutionnel, communautaire. Et la marche a eu lieu à Montréal pendant une période d'été. Je pense que c'est en juin ou juillet. Fait qu'encore là, il y a des acteurs qui se sont mobilisés. Je dirais que ces 2 principales actions là, que je vois là, qui ont été significatives aussi, là, puis avec les avancées là, du récif. Là. Il y a aussi, dernièrement, j'ai assisté à une rencontre avec Marjolaine. Il y avait aussi des gens du nursing. Il y avait aussi des sages-femmes, en fait, différents groupes, le corps professionnel, des gens du syndicat qui étaient aussi présents. Mais ça aussi, il faut le faire quand même parce que c'est pas juste des gens qui font de l'intervention sociale directement. Là.
Fait que ça peut, c'est tout récent, fait que ça risque de porter des fruits. En fait, c'est un regroupement où la priorité est de discuter du care, des enjeux aussi du care, là, où on retrouve finalement un grand nombre de femmes qui y travaillent. Fait que ça, c'est relativement récent. Puis je vois qu'il y a une mobilisation des acteurs aussi. Bon, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, on ne sait jamais. Mais ça aussi, je trouve ça intéressant, ce qui était en train de se passer, là. Ça, c'est la question à 1000 $. En fait, il y a eu plusieurs conseils d'administration depuis. Je vous dirais qu'on est une dizaine de conseils d'administration différents. Euh, des, euh, des intervenants sociaux du départ, il reste que moi et Marjolaine, finalement. Mais au fur et à mesure, d'autres personnes se sont impliquées. Il y en a qui sont restés 2, 3, 4, 5 ans. Ils sont partis par la suite. Alors, on a toujours réussi à remplacer les gens au niveau du conseil d'administration. Mais on trouvait ça important, Marjolaine et moi, d'assurer une continuité à travers les conseils d'administration pour ne pas perdre justement de vue l'historique du récif et non pas qu'il dérive non plus vers quelque chose qui ne nous tenterait pas, disons, d'avoir. On veut vraiment quelque chose qui soit absolument non syndical, qui représente la totalité, je dirais, des intervenantes sociales, peu importe leur milieu, que ce soit en milieu institutionnel, en milieu communautaire ou ailleurs, parce qu'il y en a qui vivent dans des conditions assez comme à l'extérieur, mettons, là, des grands centres. Alors, on a une très belle représentation aujourd'hui où on a des intervenantes sociales qui viennent d'à peu près de toutes les régions du Québec. Et on va atteindre bientôt notre 700e membre. Alors, c'est vous dire là, qu'on est allé chercher, c'est sûr qu'il y en manque encore, hein, on est 14 000 travailleurs sociaux, mais 700, là, moi, j'ai pas vu ça encore de la part d'un organisme communautaire. La façon qu'on a de travailler au récif, elle est très, très collée sur les gens. Je m'explique. Il y a des gens qui veulent pas nécessairement siéger comme administrateur ou administratrice. Il y a des gens qui veulent faire juste une petite affaire qui leur plaît, avec laquelle ils ont un intérêt marqué. Par exemple, tous les articles qu'on a fait passer dans les journaux, là, puis l'année 2018-2019 a été assez en effervescence, il y a des gens qui veulent s'impliquer, mais sur quelque chose qu'ils aiment faire, qui sont habilités à le faire. Puis ça, pour nous, ça crée des bulles de personnes qui veulent s'investir. Fait qu'on a un petit groupe de personnes qui sont en travail social, qui sont travailleurs sociaux et qui veulent rédiger des articles. Ils les rédigent, ils nous les envoient au récif. Et là, on regarde ça, puis après ça, on part. On a commencé par le faire signer, le récif, des fois avec Angelo Suarez, le récif avec quelqu'un d'autre, avec l'ACI, par exemple, qui est le pendant du récif, mais du côté infirmier-infirmière. Puis après ça, on s'est un petit peu attaqué à avoir des lettres avec des signataires. Écoute, puis là, on a eu des lettres avec des signataires effrayants. Mettons, un département de travail social quelque part est signataire de la lettre. Ça veut dire qu'il y a bien de monde en arrière de ça. Alors, ça, c'est des petites bulles. Puis les gens nous interpellent comme ça. Par exemple, quand on fait des appels à la contribution pour faire des prises de parole publiques, mais protégées. C'est-à-dire, je ne veux pas être nommée, je ne veux pas être identifiée dans mon établissement. Quand on fait ces appels-là, puis qu'on réussit avec soit des journalistes ou des chercheurs, les journalistes respectent beaucoup ça, parce que tout le monde le sait, ça nous impute beaucoup de problèmes dans nos établissements. Mais on reçoit tout le temps plus de demandes que la journaliste est capable de prendre des témoignages des gens. Les dernières fois, soit avec la protection de la jeunesse ou autre chose, là, je leur dis, écoutez, envoyez-moi votre nom par Messenger, évidemment, par sur les réseaux sociaux. Puis, j'en ai toujours plus que le journaliste en demande. Fait que les gens veulent collaborer, veulent parler, ils ont des choses à dire, puis c'est des prises de parole qu'on aime beaucoup faire. C'est sûr que ça s'est développé au fur et à mesure. Ce que je pourrais aussi dire en résumé, c'est qu'en 10 ans, on n'a jamais refusé quelques actions qui étaient proposées, soit qu'on en développait, soit qu'on nous en soumettait. Par exemple, il y a des gens qui peuvent nous appeler individuellement.
Ils veulent parler. Oui, OK. Fait que des fois, on va par Messenger, par texto. Puis à un moment donné, je peux-tu te parler, c'est trop long? Oui. Puis là, ils nous parlent d'une réalité, mais c'est une travailleuse sociale qui nous appelle. Puis elle nous dit, je ne suis pas capable de rallier mon équipe, j'ai de la misère, je me sens toute seule, qu'est-ce que je peux faire? Peux-tu m'aider? Et là, on fait un travail individuel. On se parle. Puis des fois pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Puis là, un moment donné, elle dit, on peut-tu se rencontrer? Je dis oui. Mais j'ai dit, ce serait le fun que tu amènes 1 ou 2 collègues avec toi. Parce que là, moi, je sais ce que tu as à me dire, je t'ai entendu, toi, tu sais ce que j'ai à te dire, mais je dis, amène quelqu'un, puis on va se rencontrer au resto. Fait qu'on monte tranquillement, quand les gens le peuvent et le veulent, monter une petite mobilisation, aider à mobiliser. Parce que dans le réseau, on est tellement chacun de notre bord, la façon de nous faire travailler nous individualise beaucoup, nous met en compétition parfois, et les établissements sont tellement grands que les gens... Fait que ça, j'adore faire ça. C'est ça, mon rôle particulier pour moi, ben, ça a été vraiment comme je disais, de faire partie un peu là, d'une espèce de comité de coordination. Au début, il y avait, c'était plus ou moins formel. Il n'y avait pas, dans les premières années, on était 4-5 personnes là, qui coordonnaient le récif. C'est vraiment de participer à la mise en place, à la promotion, au réseautage. On offrait notre local. Les réunions se passaient dans mon bureau souvent au regroupement communautaire parce qu'en fait, on ne fait pas se réunir dans des CLSC. Là. Ça aurait été, l'employeur n'aurait pas voulu là, que les intervenantes sociales là, puissent partir un regroupement comme ça. Fait que ça a été donc l'espace où on se réunissait dans notre bureau communautaire, là, au RIOC, là, le regroupement intersectoriel. Moi, j'étais, dans le fond, le coordonnateur aussi, c'était ça mon travail, le coordonnateur du regroupement d'organismes communautaires de Montréal. Fait que ça a été mon rôle, là, donc, de participer à la mise en place de la coordination pendant, c'est ça, je disais, là, peut-être les 5-6 premières années. Donc, j'essaie de répondre le mieux que je peux quand les récifs me proposent quelque chose. Donc, il y a eu les colloques qu'on a organisés. Après ça, j'ai contribué 2 fois avec des lettres. En 2019, à la fin 2019, on a co-signé une lettre sur les silences, sur la culture du silence, l'omerta qui existe dans le secteur de santé et services sociaux. Donc ça, c'était une fois et plus récemment, au tout début de la pandémie, en mars 2020, nous avons co-signé un article avec les Récifs à propos de la conciliation travail-famille. Et la difficulté dans les temps de pandémie, comment c'était vraiment les déchirements pour les gens qui avaient peur de contaminer leurs enfants, les enfants qui doivent rester à la maison, mais qui, la mère ou le père doivent aller travailler. C'est vraiment quelque chose qui a été extrêmement important. Ben, j'essaie, des fois, je me fais demander pour faire des courtes allocutions. Fait que c'est à différents moments, j'ai pu faire différents types de présentations, surtout ça, les réformes de la santé, des services sociaux. Fait que j'ai fait beaucoup de travaux dans les dernières années là, avec ma collègue Mélanie Bourque sur les réformes de la santé, puis l'impact des dernières réformes de la santé, des services sociaux, là, puis le démantèlement. On voit qu'il y a une déconstruction des services là, tu sais, depuis je dirais la fin des années 80 aussi, là. Fait que c'était de cette façon-là. Encore dernièrement, il y a eu les 10 ans du récif. J'ai fait une courte allocution, une communication. Puis ça me permet aussi, mais je reste à chaque fois parce que c'est toujours intéressant, là. Ça me permet de suivre ce que les récifs fait. Ça me permet de suivre les échanges, puis les préoccupations aussi des intervenants, parce que je suis prof. Moi, je suis plus sur le terrain, mais je trouve ça d'autant plus important de rester à l'éveil, tu sais, de ce que les intervenants sociaux vivent là, sur le terrain. Là. Donc, je dirais que c'était ma principale participation.
Ben, ils sont multiples. Je vous dirais que depuis qu'on existe, le problème, parce qu'il n'y en avait pas d'assaut avant 10 ans. On n'en avait pas besoin probablement parce que le réseau était en voie de développement, il y avait du financement, il y avait un climat de travail qui était très différent de ce qu'on vit maintenant. Mais depuis les fusions, c'est ça qui fait qu'il y a eu une association. Et les problématiques majeures sont détresse psychologique au travail, l'incapacité de respecter notre code de déontologie dans sa plénitude, là, enfin tous les articles de notre code, et d'être isolé. Et ça, d'être isolé, puis on est isolé, il y a une raison pour laquelle on est isolé. Premièrement, le lean management a avantage à ce qu'on soit chacun de notre bord puis qu'on ne se réunisse pas trop. C'est un point très fort du lean management. Et d'autre part, rester tout seul dans son bureau sans avoir la capacité de se parler entre nous crée beaucoup de malaise. Et récemment, ce qu'on a commencé à faire, à dire, parce qu'on sait qu'il y a eu des drames avec des collègues en travail social récemment, et ce qu'on a commencé à dire, c'est qu'il faut reprendre ce qu'on avait avant, c'est-à-dire avant, on était 2, 3 dans un bureau, puis on traversait en face, puis on parlait. Pas nécessairement juste de travail, mais on communiquait ensemble. C'est quoi, tu fais quoi? Vas-tu prendre une bière? On fait ci? Comment tu vas? C'est de moins en moins là. Et ce qu'on disait, c'est il faut s'arrêter, puis il faut parler à du monde, créer des liens, rester en lien pour être capable, des fois, de passer à autre chose. Mais c'est pour ça que le récif s'est mis sur pied, c'est à cause de ce qui se passe dans le réseau de la santé. Quand on n'a pas besoin de militer, puis de dénoncer, puis de s'allier, c'est parce que ça va bien. Si on a besoin de faire des actions, parce que ça va très mal. Je pense qu'encore aujourd'hui, avec tout ce qui se passe là, actuellement, là, justement dans les services, au niveau des services sociaux, de l'intervention sociale, puis dans le communautaire, je pense que ça demeure encore pertinent qu'il y ait un lieu autonome, je dirais, comme je disais, là, un lieu d'échange qui peut amener vers des actions politiques. Parce qu'un ordre professionnel, ça ne pourra jamais faire ça parce que c'est là pour protéger le public, puis ils sont plutôt timides. Là. En tout cas, il y en a eu des sorties dernièrement là, dans le monde infirmier, mais c'est assez récent. Donc, ça va toujours demeurer pertinent, je pense, cet aspect-là d'un lieu de parole et d'échange sur les pratiques, mais aussi de positionnement qui est autonome. Ce n'est pas un syndicat, ce n'est pas un ordre professionnel, c'est vraiment un lieu pour et par et pour les intervenantes sociales. Ça, je pense que ça demeure pertinent. 10 ans plus tard, on n'a toujours pas réussi à trouver des solutions aux problèmes que vivaient les intervenants sociaux. C'est toujours difficile de vivre ça. Il y a des ruptures maintenant de services parce qu'il manque de personnel dans les CIS et dans les CIUS. Je regarde là, puis on a remplacé des équipes complètes de travailleurs sociaux par des gens, des agences de placement. Et ça, c'est toujours dangereux parce que ces gens-là, au fond, n'ont pas grand, comme on dit, retour à faire avec les équipes normales de travailleurs sociaux. Ils vivent un peu comme uniquement en fonction des besoins des patrons. Alors, donc, il n'y a pas de cohésion. Ces gens-là sont comme interchangeables. Du jour au lendemain, la travailleuse sociale A peut remplacer la travailleuse sociale B, et puis il n'y a pas de suivi. C'est ce côté-là qui nous inquiète énormément, mais je vous dirais que la détresse existe toujours, que les gens n'ont toujours pas trouvé des solutions pour être bien dans leur peau, dans des conditions de travail et de performance, je vous dirais, aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a 15 ou 20 ans. On est beaucoup dans la performance, on calcule le nombre de clients qu'on rencontre chaque jour et on fait un suivi, je dirais, assez serré des performances de chacun des travailleurs sociaux. Et ça, c'est assez inquiétant. Il y a 2 types de préoccupations. Là. Il y en a plusieurs, mais entre autres, les conditions de travail actuellement là, dans le réseau de la santé et dans les organismes communautaires, là, parce qu'eux aussi, ils ont des conditions de travail difficiles. Bon, les salaires, etc., ont peut-être un peu plus de latitude là, que nos gens en institution. Les conditions de travail. Puis, comme je le mentionnais aussi tantôt,
Ben, c'est tout l'aspect financier aussi des services sociaux. Donc, donc c'est tout l'accès à la population. Là. Tu sais, si on a des services où il y a peu de. Au niveau des services sociaux, où il y a peu où la distribution des argents est davantage en santé que dans les services sociaux, bien, on a un problème aussi. On va avoir un problème pour les services, un problème d'accès pour la population aussi. Fait que je dirais qu'aux deux niveaux, là, tu sais, les conditions de travail qui amènent souvent un épuisement au travail, une souffrance au travail. Puis ça, c'est des coûts publics, là, puis humains. Et puis l'accès aux services aussi pour la population. Puis, tu sais, si on a du personnel souffrant, ben, ils ne sont pas en mesure de travailler. Tu sais. Si on a du personnel aussi qui s'en va en épuisement professionnel, puis après, puis on voit là, qu'il y a beaucoup de gens qui quittent actuellement, ben, c'est toutes des pertes, puis s'en vont dans le privé, là. Ben, c'est toutes des pertes c'est une perte d'expertise aussi. Puis là, c'est la privatisation des services. Ça aussi, c'est épeurant. Tu sais, on voit de plus en plus là, une privatisation grandissante des services au Québec. Là. Et beaucoup d'acteurs du milieu institutionnel là, qui s'en vont en privé. On voit nos services en privé. On voit des contrats de services avec des agences en privé. C'est des coûts exponentiels. Tu sais, il faut s'attarder à ça. Là. Tu sais, c'est des services publics. Là. C'est tes poches, mes poches. C'est les services de la population. Puis là, on va arriver avec des inégalités aussi d'accès pour la population. Fait que je pense que le récif travaille, je dirais, de front à dénoncer. Je pense que le récif fait ça, dénonce. Puis tantôt, tu parlais de visibilité. Ben oui, il donne une visibilité à tous ces problèmes, je dirais des enjeux sociaux en lien avec les services. Pour moi, ma trame de fond, soit quand je travaille, soit quand je milite syndicalement, politiquement ou autrement, c'est toujours de créer et de favoriser que les gens se mettent en lien. Toujours. Ne jamais rester seul. Puis je vais toujours travailler avec cette trame de fond-là. Rassembler entre nous, rassembler que le récif ne travaille pas seul non plus. C'est-à-dire me mettre en lien avec d'autres organisations avec lesquelles on veut travailler, puis on a des atomes crochus comme l'ACI, comme le RIACEM, comme IRIS, Coalition Solidarité Santé, Exequo, surtout quand on fait des actions dérangeantes. La fois qu'on a investi une réunion du PDG du CIUS du Nord de l'île de Montréal, je n'aurais pas fait ça tout seul comme organisation. Parce que là, c'est sûr que là, il aurait tapé sur le récif, qu'est-ce que c'est une gang de... On est allé à 3 organisations. Exequo, l'Orange et le récif. C'est dur de taper sur 3 groupes communautaires qui ont la même perception de ce qui se passe dans cet établissement-là. Pour moi, ce que le récif a accompli de majeur, c'est en fait d'être capable de mettre sur la place publique disons, les dérives de la nouvelle gestion publique, la souffrance des intervenants sociaux. Là. On entend beaucoup parler dernièrement avec la DPJ, là, mais ce n'est pas d'hier. Ça fait même avant qu'on fonde le récif, là, on avait aussi, je disais, il y en avait certains échanges qu'on avait avec des intervenantes là, du réseau public. Là. Moi j'en connais aussi plein. Là. Je suis travailleur social quand même, j'ai des amis qui travaillent là. Donc, c'est l'idée de mettre des mots sur cette souffrance-là, puis de trouver aussi peut-être une cause à ça, l'idée de la réingénierie, de la nouvelle gestion publique, les approches de management là, qui déshumanisent, dans le fond, peut-être la pratique du travail social, la perte de liberté aussi de l'intervention sociale là, qui se retrouvait dans les pratiques là, des intervenantes, là, beaucoup de la DPJ, mais aussi en soins à domicile, aussi personnes âgées. Et on sentait aussi dans le communautaire s'en venir. C'est sûr qu'on était on était solidaires de ça parce que le communautaire était peut-être moins directement touché, mais quand même, les gens qui fréquentent les organismes ont besoin aussi des services publics. Nous, c'est pour ça qu'on trouvait ça important, là, dans le fond, de mettre des mots sur la souffrance des intervenants, aussi de dénoncer, dans le fond, la détérioration des services sociaux publics. Parce que nous, dans le communautaire, on croyait à ça là, aussi, on croit à ça, de défendre le système de services sociaux qui
faire en sorte qu'ils gardent une qualité là, au niveau humain. Là. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, là, peut-être l'originalité, là, c'est qu'on on essayait là, on s'est rejoint dans ce projet-là là, pour sauver un peu nos services sociaux publics, là, les intervenants qui y travaillent aussi. Il y a eu certains résultats concrets, en fait, là, ben, concrets. C'est le fait là, de dénoncer les dérives de la nouvelle gestion publique. Il y a eu ça, je pense que ça a alimenté toutes sortes d'actions, mais pas juste au Récif, mais aussi dans le monde syndical. Il y a eu des contestations dans certains syndicats là, de certaines méthodes de gestion. On a pu mettre sur la place publique par des articles de journaux aussi là, des firmes là, qui faisaient de la gestion en ligne. On est allé faire des manifestations pour les dénoncer. Je pense que les résultats concrets, je pense, ça a été d'amener ça dans le débat public et de pouvoir parler aux médias. Parce que comme je disais tantôt, le Récif, justement, il pouvait être un peu une voie que des fois, en fait, les corporations professionnelles ne prenaient pas. En tout cas, les corporations de travailleurs sociaux ou des autres ordres, en fait, les ordres professionnels, je le disais, pas les corporations, étaient moins présentes pour dénoncer ce qui se passait. Fait que je pense que c'est ça que ça a permis de mettre sur la table. Puis comme je disais, là, on a beaucoup plus entendu parler dans les 2 dernières années que la commission Laurent, entre autres, et tout ça, là, ce qui s'est passé dans toutes sortes de la violence dans le réseau public. Là, il y a eu la COVID, il y a eu toutes sortes d'affaires, mais je pense que c'est le Récif a été un des premiers, peut-être qui a réussi à faire un chemin là, pour amener ces préoccupations-là sur la place publique, parce que c'est clair que la voie là, de parler de ça avec les gestionnaires, là, c'était un cul-de-sac, ça ne donnait rien. Les gestionnaires étaient dans leur propre monde, là, je dirais, là, avec Barrette, si on se remet dans cette époque-là, là, il était complètement obnubilé par ces espèces d'idées-là là, de la performance, de la gestion publique. Ça a été, c'était pas possible de changer les choses de l'intérieur. C'est pour ça qu'il a fallu se faire une espèce de véhicule autonome, extérieur, pour échanger et agir. Je pense que c'est ça que moi, je vois comme étant les principales réussites du Récif. Qu'on s'entend, le Récif, ça n'a pas non plus là, une envergure là, aussi énorme qu'un gros syndicat là, en termes de nombre de personnes, mais c'est quand même des personnes qui sont militantes. Fait que ça compte. Là, dans chacun des milieux, je pense que ça a pu faire ça a pu changer certaines choses. Depuis toujours, dans mes recherches, je suis très intéressé par les stratégies de résistance. Il y a un philosophe français qui s'appelle Michel Foucault et qui a dit où il y a pouvoir, il y a résistance. Donc, nous avons toujours l'espoir parce que le pouvoir n'est pas jamais triomphal, il n'a pas jamais le dernier mot. Il y a toujours de la résistance, les stratégies de résistance que les gens peuvent utiliser, mettre en place. Et je vois ça, le Récif, comme cette stratégie de résistance, comme un récif barrière là, qui est là pour essayer de empêcher l'oppression. Il y a comme un effet bouclier de l'oppression, de la souffrance au travail. Donc, il y a cette dimension de résistance. Cette dimension de lutter pour la démocratie au travail, pour le respect envers le travail des gens. Donc, il y en a beaucoup de gestes qui sont posés, des lettres, des articles, toute forme de lutte. Et là-dedans, c'est très hétérogène, mais ils sont tous importants. Parce que les stratégies de résistance ne sont pas nécessairement toujours très visible ou très comme extraordinaire, visible. Parfois, c'est un travail comme des petites fourmis qui vont peu à peu amener un petit grain, comme dans un récif corallien. C'est des petits micro-organismes qui sont là en train de se mettre ensemble, de souder, mais cet petit organisme-là ensemble, il peut faire couler un bateau, un gros bateau. Donc, c'est là la force, c'est là l'importance. C'est pour ça que je dis, je n'étais pas capable de voir, de suivre tous les gestes, mais je le sais et je les vois parfois apparaître et je les vois
ce qui est peut-être le plus visible, mais aussi dans cette invisibilité, il y en a beaucoup, beaucoup de gestes qui sont posés et qui ont un effet, à mon avis, de aller vers une amélioration des conditions de travail, éliminer les violences, éliminer les souffrances, les problèmes de santé mentale. On n'est pas toujours capable de tout réussir, mais je pense que même quand on ne réussit pas, dans ces cas, dans cette lutte, ce sont des petits gestes qui sont en train d'aider à changer le monde. Il a mis les intervenantes sociales sur la map. C'est le cas de le dire en disant, vous savez, là, il n'y a pas juste des médecins et des infirmières dans le réseau de la santé, des services sociaux. Il y a aussi des intervenantes sociales qui vivent des choses difficiles, avec des conditions de travail pas faciles. Les différents milieux ont montré aussi les différences qu'il peut y avoir entre les programmes qui relèvent, mettons, des CIUS, des CIS, les centres jeunesse, même il y en a au niveau municipal, gouvernemental, dans le milieu communautaire aussi, c'est très différent, je dirais, là, de la réalité. Alors, des réalités différentes, mais tous un but commun, c'est de revendiquer que l'intervention sociale est importante au Québec. On a des acquis depuis longtemps. Puis je vous dirais, ce qui est intéressant, c'est qu'on on a approché d'autres groupes en tant que tels, autant au niveau de la clientèle qu'au niveau des universités, des cégeps. Alors, les gens nous connaissent maintenant. Les professeurs d'université nous appellent pour qu'on vienne parler à leurs étudiants en travail social de c'est quoi qui existe, comme on dit, dans le milieu. Comment on devient travailleur social? Et c'est quoi les dangers, comme on dit, qu'il peut y avoir quand on rentre dans le réseau de la santé et des services sociaux? Parce qu'il y en a des dangers. Je ne peux pas le cacher, là. On va vous demander de la performance. Le récif a une certaine... est allé chercher, je dirais, une mobilisation, est allé chercher, je dirais, tenter de regrouper les intervenants, en fait, autour d'une cause. Puis c'est pas facile parce que, je le redis, là, c'est très difficile de mobiliser les intervenants sociaux, les travailleuses sociales. C'est pas facile. Et ça, je pense que Marjolaine travaille à le faire. Je pense pas que c'est gagné complètement, mais je pense qu'elle travaille à le faire. Je dirais que c'est ça. Puis je pense qu'elle a réussi je dirais, à mettre à l'avant-plan là, les préoccupations aussi. Tu sais, à amener sur la place publique qu'il y a un problème actuellement. Là. Donc, je pense que c'est les principales avancées. Je pense que le récif garde vivant garde vivant, je dirais, l'enjeu des services sociaux. Là. Marjolaine nous interpelle fréquemment. Et ça, ça fait qu'on se mobilise, qu'on bouge, qu'on interpelle chacun de nous interpelle les gens à s'impliquer, à s'engager. Donc, je dirais que puis la bataille n'est pas gagnée non plus. Là. Il semble qu'on ne soit pas encore assez dérangé pour qu'on sorte dans les rues. Là. Il se passe quelque chose. Là. On voit avec la pandémie là, qu'on a un problème avec nos services sociaux au Québec. Là. On parle beaucoup de santé, mais très peu des services sociaux. Il va falloir en parler là, parce qu'on a une population là, qui est souffrante. Je crois que les 10 dernières années, on est bien implanté puis on suit les problématiques. On a beau faire des AGA chaque année, puis faire un plan d'action, dans l'année courante, il y a des choses qui se passent, puis c'est correct. Mais il y a une trame de fond qui, pour les 10 prochaines années ou l'avenir, que j'aimerais, je ne comprends pas qu'on ne soit pas capable de se rallier sur certains aspects avec l'Ordre des travailleurs sociaux. Pour moi, ça n'a pas de sens dans ma compréhension des choses que j'ai des travailleurs sociaux qui s'occupent d'un ordre,
qui, moi, de mon côté, travaille social avec une association, qu'on n'a jamais réussi à se parler entre les deux organisations. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. On a essayé il y a quelques années, c'est tombé lettre morte. Est-ce une perception qu'ils ont du récif, à savoir qu'on est combatif? Oui, mais oui, c'est sûr, on l'est. Mais on n'est pas que ça. On n'est pas que combatif. On n'est pas en train toujours de sortir les points puis de dénoncer. Mais moi, j'aimerais, dans les prochaines années, avoir une ouverture et de la part du récif et de la part de l'ordre, d'aborder certains sujets avec laquelle on pourrait collaborer ensemble, puis faire pas un front commun, c'est pas ça que je veux dire, mais faire une alliance, en tout cas, ensemble sur certains dossiers, parce que je suis certaine qu'on en a des communs, des dossiers, j'en doute pas. Mais moi, ma difficulté actuellement, c'est que je ne comprends pas qu'on n'est pas capable de le faire. C'est sûr qu'on va toujours continuer à travailler, malheureusement, sur le lean management, c'est pas parti. Ça ne partira pas l'année prochaine, puis ça ne partira pas, c'est partout ailleurs en Europe. Alors, c'est quelque chose qui va devoir rester. Et ça, là-dessus, il va falloir trouver toujours des nouveaux moyens pour se sensibiliser, trouver des actions pour nous, comme travail social, pour défendre notre façon de travailler auprès de la population. Ça va rester. Malheureusement, c'est un dossier qui va être difficile. Parce que tout ce qui est privé, puis tout ce qui est lean management, eux autres, ils ont de l'argent pour se rencontrer. Eux autres, tous les matins, là, depuis bien des années, ils se rencontrent avec des formateurs puis des firmes lean, avec des gens qui ont des entreprises privées. Ils font des déjeuners tous les matins de 7h30 à 8h30 avant le travail. Ils se parlent, c'est payé, le déjeuner est payé, la salle d'hôtel, ils ont des moyens financiers qu'on n'a pas. Le combat n'est pas égal, hein? La représentation n'est pas égale. Eux autres sont très organisés. Nous, on le fait bénévolement, on le fait sur les heures de travail, on rencontre les gens sur leur dîner en soirée, c'est pas le même rapport de force. En fait, moi, ce que je souhaite, en fait, pour le récif, c'est justement de continuer de se développer. Puis ça prend de l'énergie, justement, parce que c'est pas un organisme qui est financé ou quoi que ce soit, c'est vraiment de l'énergie militante. Je souhaite quand même qu'il puisse se développer, que de ça puisse émerger encore plus d'échanges avec le communautaire, entre les intervenants, puis un leadership là, politique, une parole libérée, parce que je pense qu'il faut faire des changements en profondeur là, dans le système des services sociaux. C'est des luttes. Là, on a défait, on a tout défait pas mal. En tout cas, pas tout, je ne veux pas être pessimiste, mais il y a beaucoup de problèmes, en tout cas, à régler, on va dire ça comme ça. Je pense que ça va prendre des gens qui ont un espace de réflexion autonome pour amener des pistes de solutions pour transformer ça en profondeur et amener des manières complètement différentes là, de revenir vers un travail social plus humain, contester là, justement ces modes de gestion-là axés sur la performance. Je pense que c'est tout le monde qui y perd. Puis on le voit avec la COVID, là, toute l'importance de s'occuper des gens, d'avoir. Il faut penser différemment. Fait que je pense que dans 10 ans, j'espère qu'il va toujours avoir des gens qui vont être là pour réfléchir de façon autonome, parler, agir politiquement, pouvoir confronter aussi les décideurs. Fait que je pense que c'est ce que je souhaite là, pour le récit. Ce que j'aimerais pour le récif, c'est une vie longue qui continue le travail très dynamique, ce travail de défense, ce travail pour le respect des vies, que ce soit des intervenants sociaux comme pour les vies de la population, et qui puissent avoir plus de reconnaissance. À la fois des intervenants sociaux qui j'aimerais bien avoir un plus grand nombre d'intervenants sociaux membres du récif, mais aussi la population qui comprennent les rôles de ce regroupement et qui soutiennent ces regroupements-là. Je pense que ça serait ce que je souhaite pour les 10 prochaines années. D'abord, qu'une grande majorité d'intervenantes sociales fassent partie de notre mouvement. C'est pas un mouvement c'est un mouvement qui est volontaire. Alors, il faut que les gens adhèrent au récif.
Ils paient une cotisation minimale. Hein, on parle là, de 20 $ pour 2 ans. Là, c'est 25 $ pour 2 ans. C'est vraiment minime pour tenir le regroupement à flot. Et qu'on ait beaucoup plus de place, je dirais, dans le réseau de la santé et des services sociaux, d'une part, puis une reconnaissance aussi dans le communautaire. Pour moi, les deux sont intimement liés. Les gens qui ne veulent pas travailler dans le réseau, puis je les comprends très bien, ben, il faut qu'il y ait aussi une place dans le communautaire, qui se fasse reconnaître des bonnes conditions de travail, des bonnes conditions, parce que les groupes communautaires vont être aussi soumis à la performance du réseau. Hein? Quand on reçoit une subvention venant du ministère de la Santé là, par le PSOC, ben, il demande des comptes maintenant, ce qu'il ne faisait pas il y a quelques années. Mais dans le réseau aussi, il faut qu'il y ait des changements significatifs dans la façon dont on travaille et dans la reconnaissance aussi de ce qu'on fait. C'est très important pour moi. Il faut qu'à un moment donné, on arrête de demander et qu'on donne, je dirais, quelque chose qui fait que ça a du sens de travailler pour des grosses institutions, des gros paquebots que sont les CIS et les CIUS. Il en faut des gens, il en faut un récif. Le problème, je pense, c'est que les acteurs, je dirais peut-être les intervenants sociaux du milieu institutionnel se reconnaissent peut-être moins à l'intérieur du récif. Fait que c'est comment rejoindre. Puis là, moi, je connais plus le travail social, je connais moins les psychoéducateurs, etc. Le domaine de la psychoéducation ou autre, ben, c'est des acteurs aussi qui sont interpellés, là, comme nous. On pourrait penser aussi aux ergots, physiothérapeutes, etc. Là, fait que un des enjeux pour moi, pour le récif là, qu'il va avoir à faire, là, c'est peut-être de mobiliser tous ces acteurs-là, là, les différents univers, là, puis qu'on se mobilise, puis qu'on mette nos énergies ensemble pour faire quelque chose, là, pour marcher ensemble, être solidaires, là, pour penser un futur autre là, pour demain, là, pour que tes enfants, les enfants de demain aient des services accessibles aussi. Là. Les choses vont bouger lorsque les citoyens vont participer aussi davantage. Si on laisse ça dans les mains de quelques acteurs politiques, ben, on ne pourra pas chialer, là. Ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une plus grande mobilisation, un peu comme une association des travailleurs sociaux, là, que le récif réussisse à mobiliser davantage d'acteurs du domaine de l'intervention sociale. C'est ce que je souhaite, là, puis j'espère que dans 10 ans, on va être un plus grand nombre. Des fois, quand j'assiste à des réunions, c'est un petit nombre de personnes, là. Fait que je souhaiterais qu'on soit 100, 150, 200. Là, ce que je souhaiterais du récif, ça soit ça, là, puis des acteurs de différents, je dirais, champs disciplinaires, là, peu importe, là, puis qu'on soit tous interpellés, là, qu'on soit tous assis autour d'une table, puis qu'on dise, ben qu'est-ce qu'on fait, puis qu'avoir des objectifs, puis c'est quoi notre prochaine bataille, qu'on a un plan d'action, là, finalement, là, tout le monde ensemble. Donc, je dirais de réunir un plus grand nombre d'acteurs possible. Ça serait une première volonté, puis un travail de reconnaissance aussi pour les acteurs du domaine de l'intervention sociale, puis pour du care aussi. Parce que plus on va reconnaître l'importance du care, bien, plus on va mettre des sous, plus on va avoir aussi des conditions de travail, mais aussi des conditions décentes là, de service pour la population. Là. C'est ça aussi la première bataille. Là,